C'est avec dédain et mépris que certains Africains ou panafricanistes ont suivi l'intervention du président français depuis l'université de Ouagadougou. Emmanuel Macron étant en tournée en Afrique pour moderniser, soi-disant, les relations franco-africaines. Beau discours de 1h45 devant 800 étudiants de Monsieur le Président de la France. Sauf que cette France est décriée par les Africains et accusée de piller le continent et d'être donc à la base des plus grands conflits mortels qu'a connu l'Afrique depuis des années. Dans un contexte de crise migratoire avec en ligne de mire la Libye, dont un des commanditeurs de la déstabilisation reste aux yeux de beaucoup d'Africains, Nicolas Sarkozy, alors président de la France, la question de l'opportunité donc de cette tournée se pose. Mesdames, Messieurs, bonjour et bienvenue dans l'émission Ici et ailleurs. Sans se focaliser donc sur son message, le message de Emmanuel Macron, cette émission prendra en compte certains aspects, notamment la question de la formation, de l'entrepreneuriat des jeunes, de la migration et surtout de la sécurité. Afrique, France, qu'apportera donc la nouvelle cohabitation, ou si vous voulez, quelle perspective? C'est donc autour de cet thème que nous allons nous entretenir autour de 45 minutes avec nos invités. Ils ont nom donc Abalo, journaliste, directeur de Radio Soleil FM au Bénin. Merci d'être là. Bonjour, chers collègues, merci de m'avoir invité. En face de vous, c'est bien sûr Souleymane Hamzat. Il est consultant, spécialiste des questions de sécurité. Bonjour et merci également d'être là. Merci, c'est moi. Voilà, Emmanuel Macron a effectué donc une tournée sur le continent, une tournée perçue pour certains comme une manière pour redresser l'image de l'influence française en Afrique. Donc Abalo, vous l'avez suivi comme bon nombre de citoyens africains au cours donc de son adresse à la jeunesse africaine réunie à l'université de Ouagadougou. Quelle lecture faites-vous de ces 1h45 de discours? Merci beaucoup. Je dois d'abord commencer par dire que c'est tout à fait normal qu'un chef d'État puisse faire une tournée. Ce n'est pas Macron qui est le premier à le faire, donc faire une tournée africaine pour un chef d'État français, c'est rien de nouveau par rapport à ça. La seule chose nouvelle ici, c'est que Macron a fait cet exercice, n'est-ce pas, de discussion avec des étudiants burkinabés dans un amphithéâtre de l'université de Ouaga. Et ça, c'est une innovation qu'il faut saluer parce que ça a permis de mieux découvrir Macron dans certains de ses styles. Je fais la différence entre le discours officiel prononcé pendant 1h45 et les échanges avec les étudiants. Et je tire la conclusion que pendant le discours, le président français a voulu dire aux Burkinabés ce qu'ils ont envie d'entendre. Et donc, il a sûrement fait la prospection pour savoir quels sont les problèmes et qu'est-ce que les uns et les autres auraient voulu qu'on dise à une rencontre pareille. Donc, il l'a fait dans le discours officiel. Et maintenant, dans le discours officieux, dans les échanges, il a dit ce qu'il pense lui-même. Il a dit certaines vérités aux Africains à travers la jeunesse du Burkina Faso. Et donc, pour moi, il n'y a pas de problème. C'est une sortie comme toutes les autres, avec maintenant des spécificités. Avec des spécificités, on va les aborder d'un moment à l'autre. Souleymane Hamzat, vous avez pensé qu'effectivement, il a dit aux Africains, surtout à la jeunesse africaine, ce qu'elle voulait entendre? Beaucoup plus à nos dirigeants. Je pense qu'il a parlé beaucoup plus aux dirigeants, à mon avis. Parce que déjà, j'ai suivi une partie où il disait au président burkinabé, oui, en faisant un peu d'humour, disant, ben oui, voilà, c'est pas à moi de venir régler les problèmes d'électricité, c'est au président de le faire. Et le président se levant, en allant peut-être dans un couloir, il disait, ah, il va arranger la clim. Bon, il faut avoir vécu en France longtemps pour apprécier ce genre d'humour. Ça a été traduit autrement. Beaucoup l'ont traduit sous forme de racisme. Quelle lecture vous en donnez-vous? Non, je pense que c'est de l'humour. Est-ce que vous estimez qu'il s'est adressé beaucoup plus aux dirigeants africains? Oui. Comment est-ce qu'on peut alors interpréter cela? Dans son humour, il y avait une part de vérité au fait. La mauvaise gouvernance? Non, voilà, exactement. Le fait de dire, voilà, quand il dit je ne suis pas là pour arranger l'électricité au Burkina, il ne parle pas spécifiquement de l'électricité au Burkina. Le Burkina a des problèmes qui lui sont internes, qui sont innombrables. Il appartient au président de s'y atteler, de trouver des solutions. Lui, en tant que président français, il ne souhaiterait pas être revu dans la même posture que ses prédécesseurs. Il a même été cité Mitterrand. Il ne veut pas passer au fait pour un donneur de leçons.
Il ne veut pas passer pour un donneur de leçons, mais il n'a pas manqué quand même de le faire. Donc, comme vous avez parlé de spécificité, Emmanuel Macron pense que désormais les relations franco-africaines seront beaucoup plus recentrées sur l'entrepreneuriat, la jeunesse et l'éducation. Vous pensez qu'il y a du nouveau? Vous savez, il a dit qu'il n'y a pas de politique française en Afrique. Il l'a dit clairement, ou bien il n'y a pas de politique africaine de la France. Donc, pour lui, c'est suffisamment clair. Est-ce que ce n'est pas sur des mots, on est en train de jouer non, là? Il est temps. Je pense qu'il est temps que les dirigeants africains prennent leurs responsabilités. Emmanuel Macron dit quelque chose de très spécifique pour moi lorsqu'il dit que ce n'est pas la peine de chercher toujours à trouver dans l'autre les causes de cette turpitude. Je paraphrase en réalité. Il dit que ce n'est pas la peine de rendre toujours responsable l'autre de nos problèmes. Et ça, il l'a démontré en parlant d'électricité au niveau du Burkina Faso. Ce n'est pas à lui, président français, considéré toujours comme une puissance coloniale, de venir régler ce genre de détails en Afrique. Donc, je ne trouve pas que le président Macron ait manqué de respect à qui que ce soit. Je ne trouve pas qu'il ait utilisé des mots pour voiler une quelconque réalité. Il a dit les choses telles qu'elles sont. Il a posé les balises, n'est-ce pas, de la prochaine ou du prochain type de relation entre la France et l'Afrique. De quoi avons-nous besoin? Pourquoi est-ce que la jeunesse africaine se trouve obligée d'aller en France ou en Europe pour chercher l'Eldorado dont on nous parle? Parce que simplement en Afrique, il nous manque des infrastructures. Parce que simplement en Afrique, il nous manque une volonté politique devant obliger la jeunesse à ne pas vouloir sortir du continent pour aller chercher quoi que ce soit à l'extérieur. Et donc si la France peut nous donner la main donc pour aider à la réalisation d'infrastructures en Afrique, à la réalisation d'opportunités possibles pour les Africains dans leur pays et sur leur continent, qu'à cela ne tienne, personne ne peut le refuser. Mais et donc, est-ce qu'un pays d'abord, comment est-ce que vous comprenez que ce soit un État qui vient s'adresser à tout un continent? Ça ne pose pas un problème? En quoi ça vous gêne? Parce que le continent a voulu que l'État vienne s'adresser à lui. Moi, c'est comme ça que je le vois simplement. Le continent a voulu que l'État vienne s'adresser à lui. Ce sont bien évidemment les chefs d'État africains qui, lorsqu'il y a une possibilité pour un président français ou américain de venir dans une zone de l'Afrique, tous se déportent dans cette zone pour avoir l'opportunité de rencontrer les chefs d'État en question. Donc c'est une question de rapport de force. Nous parlons de puissance. Et donc, je n'ai pas de problème par rapport à ça. Même vous, si vous étiez à la place de Macron et que vous aviez l'opportunité de venir vous adresser en tant que président français à un continent, vous l'auriez fait. Et donc, moi, je n'ai aucun problème par rapport à ça. Hamzat, la question de vassalité se pose, n'est-ce pas? Bon, je voudrais déjà répondre sur le fait que Macron dise qu'il n'est pas là pour faire une politique de la France. Je ne suis pas d'accord. Je ne suis pas d'accord avec lui, quelque part, parce que quand il définit les rapports militaires sur le terrain, les bases qui s'implantent, etc., soi-disant, ils sont en train de lutter contre le terrorisme, cela se fait parfois même sans l'avis de nos chefs d'État, ou cela leur est carrément imposé. Pour revenir au deuxième point, qui consiste... on en parlait. Pourquoi un chef d'État qui va s'adresser à la... Non, moi je trouve comme mon co-débatteur qu'il n'y a aucun mal à s'adresser. Mais la jeunesse à laquelle il s'est adressé, ce n'est pas la jeunesse africaine, c'est celle du Burkina. Moi, je n'y étais pas. Moi, je suis jeune, j'ai bien envie de l'entendre. Ils auraient pu inviter des Béninois, des Togolais, Sud-Africains. Et enfin, je ne sais pas, une certaine assemblée à laquelle il s'adresse. Il s'est adressé à des jeunes Burkinabés, d'ailleurs parmi lesquels il a été jeté dehors, soi-disant, ceux qui sont des sankaristes purs et simples, purs et durs, ceux-là qu'on a retrouvés dans la rue, qui jetaient des pierres, qui brûlaient des pneus. Donc, il s'est adressé à une frange, n'est-ce pas, du corps estudiantin, pas à la jeunesse africaine, à mon avis. Mais je crois que sur ça, on peut englober. Englober. Les problèmes de la jeunesse africaine sont identiques un peu partout. Moi, je crois. Je crois que les jeunes de Burkina Faso n'ont pas des problèmes spécifiques différents de ceux des jeunes du Bénin, ni du Togo. C'est donc, en toute chose, il y a un échantillon qui peut être représentatif. Ou bien ça peut être une rencontre pilote, si on peut le dire ainsi. Donc, il ne peut pas rassembler tous les jeunes de toute l'Afrique. Vous voyez très bien que les jeunes de l'Afrique noire n'ont pas les mêmes problèmes que les jeunes de l'Afrique
blanche, voyez-vous. Mais en prenant l'échantillon du Burkina Faso, on peut estimer que le président français s'est adressé à la jeunesse africaine. Pourquoi selon vous, de façon spécifique, il a choisi le Burkina Faso? Il n'a pas choisi le Bénin, il n'a pas choisi par exemple le Togo, il n'a pas choisi la Côte d'Ivoire? Non, il ne peut pas choisir tous les pays. Peut-être qu'il a commencé par ces 3 pays dont vous parlez, et que peut-être il irait dans d'autres pays, sait-on jamais. Moi, je ne maîtrise pas le calendrier d'un chef d'État d'une puissance étrangère. Je ne peux pas maîtriser le calendrier de Macron. Mais pour ce que je sais, c'est quoi? C'est que le Burkina Faso a des problèmes de sécurité. Et donc, le terrorisme, qui reste un problème général pour tous les pays, n'est-ce pas? Et donc, la France a des intérêts où la France aide le Burkina Faso à régler ce genre de problème. Ça peut être l'une des raisons pour lesquelles il est allé au Burkina Faso. L'autre raison pour laquelle il peut aller en Côte d'Ivoire, c'est le sommet Union européenne, Union africaine, qui s'est tenu en Côte d'Ivoire, vous avez vu, vous avez compris. Et pourquoi il va au Ghana? Parce que justement la France a commencé par développer une certaine amitié avec les pays anglophones d'Afrique. On va revenir tout à l'heure. N'oubliez pas qu'il y a eu une rencontre avec Boari et tout le reste. Donc ça veut dire que la France a un intérêt, n'est-ce pas, à aller vers l'Afrique anglophone. Donc, moi, c'est les explications que je peux me donner. Oui, en mettant en place le Conseil présidentiel pour l'Afrique, il disait que l'avenir du monde se dessinait donc en Afrique et donc il faut occulter aucun pays. À partir de cet instant, qu'est-ce que la France, ou du moins l'Afrique, peut attendre au niveau de l'entrepreneuriat des jeunes, par exemple, au niveau de la formation, au niveau de l'éducation de la France, l'Afrique peut attendre? La France, c'est un État dans lequel il y a beaucoup de compétences. Le tout dépend du bon vouloir de nos dirigeants. Et, n'est-ce pas, et des objectifs qui se sont fixés par rapport à cette jeunesse. Christian Kabul l'a souligné, est-ce que vous pensez qu'il peut y avoir de rapport d'égal à égal entre la France et nos États? C'est du politiquement correct. Moi, je ne rentre pas dans ce... Jamais, il n'y aura jamais ça. Il ne faut pas se leurrer. Hein. Ça veut dire qu'on prend les mêmes et puis on recommence, oui, simplement. Donc il n'y a pas de nouvelle politique de la France en Afrique. Pas du tout. Écoutez, on nous dit que la France-Afrique s'est arrêtée. Mais pour moi, c'est aberrant. La France-Afrique a changé de visage, c'est tout. On dit c'est plus les mêmes avec des mallettes, des couloirs, on impose ceci. Non, ça se fait autrement. On a débattu sur ce plateau de la carte à $1 milliard. Allez-y comprendre. Et quand vous regardez même après le discours de Macron, ceux-là qui ont écrit le rapport Védrine étaient sur France 24 pour débattre de son discours. Ceux-là, parmi lesquels notre concitoyen, Lionel Zizou. Il est signataire du rapport Védrine. Le rapport Védrine dit quoi? D'élargir la zone CFA, tout ce qu'on ne veut pas. Mais Macron a dit que tout le monde peut sortir du franc CFA sans se poser de problème. Non, c'est un discours politiquement correct. En fait, moi, ce Macron-là, je l'admire dans la posture qu'il a vendue à la jeunesse africaine cette fois-ci. Il leur a servi ce qu'ils veulent entendre. Mais dans la réalité... Je vous rassure, vous verrez, attendons les mois à venir, vous verrez qu'il est passé complètement à côté. Hein. La réalité politique, elle est différente des discours politiciens. Hein. Donc, Mabalo, vous avez estimé tout à l'heure que s'il est allé au Burkina Faso, c'est pour beaucoup plus des questions d'ordre sécuritaire aussi. On a vu que il paraît que c'est un de ses accompagnateurs, un entrepreneur qui a été caillassé, dont la voiture a été caillassée. Mais le Burkina, c'est un pays qui est également assujetti aux attaques terroristes et également la question de l'immigration qui se pose aujourd'hui dans la zone libyenne. Et Macron n'a pas manqué de se prononcer sur la question. Et là-dessus, il estime qu'il faut trouver un mécanisme pour frapper les réseaux de passeurs et évacuer les personnes en danger. Est-ce que vous pensez que la France est véritablement prête pour la cause? Oui, mais... ce que je n'arrive pas à comprendre, oui. C'est pourquoi les Africains veulent que ce soit la France qui vienne régler leurs problèmes. Est-ce que c'est les Africains qui le veulent? Oui, mais le problème de l'Afrique... Si Sarkozy a décidé, par exemple, d'aller frapper la Libye... Vous prenez un exemple qui arrange peut-être votre argumentaire, mais Macron a dit, les Noirs qui sont vendus en Libye, les Africains qui sont vendus en Libye, sont vendus par des Africains, et non par des Français. Et c'est dans cette logique-là qu'il parlait d'un passeur français qu'on pourrait interpeller si jamais on arrivait à lui mettre le doigt là-dessus. Mais sur cet exemple-là, il n'y avait pas de Français. C'est nous-mêmes qui nous vendons. Les Africains, qui vendent des Africains. Mais il y a une cause à cela. Il a fallu que le chaos s'installe. Et le chaos... Oui, mais quand même... ce n'est pas parce que le chaos s'est installé que les Africains vont vendre des Africains. Je veux qu'on soit d'accord sur ça, d'abord. Vous me direz, oui, c'est un Français, le président Sarkozy, qui a frappé la Libye et tout le reste. Ça aussi, c'est vrai. Mais je reste persuadé, encore une fois, que ce n'est pas la peine, lorsque nous avons des problèmes sur notre continent, d'aller chercher les solutions en dehors du continent. Les Français
le président français ne peut défendre que les intérêts de la France. Lorsqu'il vient en Afrique, c'est pour voir un peu les opportunités qu'il y a pour son pays. Mais puisqu'il vient toujours avec les opérateurs économiques de son pays. Et donc, c'est des gens qui ont leur pratique de la politique et qui ont, n'est-ce pas, en tête de développer leur pays et non les nôtres. Alors, si nous, autres Africains, nous ne l'avons pas compris, mais c'est qu'on ne peut pas se développer. Donc, on ne peut pas accuser les autres de notre propre turpitude. Je pense qu'en cela, le président Macron est resté égal à lui-même. Il a eu un mandat du peuple français. Il doit tenir le mandat du peuple français, respecter le mandat que ce peuple lui a confié. Il n'est pas là pour défendre nos intérêts. Donc le discours qu'il est venu tenir, comme je l'ai dit, c'est sur papier, le discours que la jeunesse africaine, le discours que les Africains ont envie d'entendre, mais dans les échanges, il allait un cran en-dessus. Il a dit des choses qui sortaient directement de son cœur et qui parfois venaient même en contradiction avec le discours officiel qu'il a lu. Un discours écrit par ceux qui lui écrivent le discours. Donc je veux qu'on se comprenne sur ça. L'Afrique a des problèmes qu'elle sera seule à régler, de mon point de vue. Vous voyez des perspectives? Je suis d'accord avec lui parce que j'estime que quand ma cour est sale, c'est moi qui prends le balai et je la mets au propre. Vous avez connu la Libye. Est-ce que vous pensez que par le passé, les Africains se vendaient entre eux? Non, on ne se vendait pas, mais il y avait un problème de racisme. Je suis resté quand même 3 ans. J'ai fait mes cours officiers là-bas. Donc, je connais bien la Libye. Et je suis resté à un niveau assez haut placé pour dire certaines choses. On sentait, moi, en tant qu'homme de peau noir, là, je ne pouvais pas passer dans la rue et arrêter une Libyenne. Sous Kadhafi. Et lui, il était contre. Kadhafi, au fait, moi, je l'ai toujours appelé le noir habillé à peau d'arabe. C'est lui défendait. Ah non, lui, il ne connaît pas le noir, il ne connaît pas. La preuve, ses meilleurs gardes du corps étaient noirs. Le colonel Kadhafi, au premier cercle, ceux qui détenaient sa vie, étaient presque des noirs. Aujourd'hui, si les Arabes en arrivent à vendre des noirs, ça voudra dire qu'il y a un problème qui se pose véritablement. Oui, depuis. Aujourd'hui, la Libye, c'est un état de non-droit. L'Union européenne, beaucoup plus l'Italie, a passé quand même des accords avec des gardes-côtes libyennes, soi-disant, pour bloquer l'immigration vers l'Europe. Alors, puisque nous sommes dans un état de non-droit, avec qui, par exemple, ces accords ont été passés? Je suis entièrement d'accord avec mon co-débatteur sur le fait que imaginez-vous que des Africains vendent des Africains. Mais ce n'est pas possible, c'est inconcevable. Mais je reviendrai aussi pour dire ceci. Ceux-là qui ont provoqué la crise libyenne, mais ils sont au champagne pendant que nos frères sont vendus. Même si ça se passe entre eux, ils portent sur eux la responsabilité morale, politique et militaire de ce conflit. Qu'est-ce que la France, alors, de Macron, doit pouvoir faire dans ce sens-là? Ils ne feront pas grand-chose. Puisqu'aujourd'hui, il y a quand même une lettre qui a été envoyée à la Cour pénale internationale, dans laquelle Sarkozy est cité et qui doit pouvoir être interpellé et comparaître aussi. Il y a eu une attaque sur la Libye qui a été perpétrée par la France, la Grande-Bretagne et les États-Unis avec la complicité de l'OTAN. Je veux dire les Nations Unies. D'accord? Si quelqu'un doit arranger ce problème-là, comme le disait le président tchadien tout dernièrement, c'est à l'OTAN d'aller. Et puis lui, il était prêt. Il dit, si l'OTAN rentre en Libye, moi je suis. On va là-bas, on va le botter les fesses à ces terroristes-là et rétablir. Aujourd'hui, la Libye est un no man's land. Moi, j'ai connu la Libye, bien organisée, tout était gratuit. L'électricité coûtait 1000 francs CFA par an, sous Kadhafi. Donc, c'est vous dire quoi? Ce qui se passe aujourd'hui, Macron n'a pas... Je ne crois pas qu'il a la solution à ça. Ils doivent retourner. Eux, là, qui sont venus foutre le bordel là-bas, ils retournent. L'OTAN s'organise. Ils envoient des soldats. Comment la Libye a été déstabilisée? Vous croyez que ce sont les Libyens qui ont fait la révolution, là? C'est un autre débat sur lequel peut-être on va revenir. Ce pays-là a été déchiré. Donc, Mambalo, il était à Ouagadougou, il s'est prononcé également sur le dossier brûlant, les sankaristes, les étudiants sankaristes, par exemple, qui n'ont pas eu accès à l'université, à l'amphithéâtre où Macron délivrait son message. À la fin, il a quand même dit qu'il y aura une déclassification du dossier Sankara pour que la lumière soit faite sur l'assassinat de ce dernier et qui fera également tout pour faire extrader le frère du président Blaise Compaoré actuellement en France pour que dans le dossier de l'assassinat de Norbert Zongo, on ait également la vérité. Est-ce que vous le croyez vraiment, puisque vous avez dit qu'au niveau du discours officiel et l'adresse directe avec les étudiants, il y a un fossé? Oui, mais comme je vous l'ai dit,
ces propos de Macron, c'était dans le discours officiel, n'est-ce pas? Et c'est ce que les jeunes ont envie d'entendre qui leur a servi. Déclassification de l'affaire Sankara, les jeunes voulaient entendre ça, Macron le leur a servi. Il faut reconnaître que Macron a peut-être entendu parler de Sankara dans les livres, dans l'histoire, parce qu'il avait peut-être à peine 8 ans lorsque cela se faisait. Ça fait 32 ans en arrière, donc il a 40 aujourd'hui. Il avait 8 ans, donc quand Sankara avait été assassiné et tout le reste, il a connu cette affaire-là par l'histoire. Maintenant, c'est une promesse. Et moi, je ne peux pas préjuger, n'est-ce pas, du respect d'une promesse alors qu'elle n'a pas encore été tenue. Donc, Macron a parlé, on va l'observer pour voir si effectivement il va en arriver là. Pour l'extradition de François Compaoré, là encore, je n'ai pas d'acte précis, donc je ne vais pas aller dans des conjectures. Si les éléments sont réunis pour que M. Compaoré François soit extradé, ça va être fait. Si les conditions ne sont pas réunies pour, ça ne se fera pas. Mais n'oubliez pas que cela ne relève pas exclusivement du volet judiciaire. Il y a également un aspect politique dans ce genre de transaction, si je peux le dire ainsi. C'est ce que j'ai comme opinion sur l'affaire de Burkina Faso. Mais avant, je voudrais, si vous le permettez, en 30 secondes, dire rapidement que même si c'est Nicolas Sarkozy qui a dû intervenir en Libye, même si c'est la France qui a dû participer à ce qui se passe en Libye ou ce qui s'est passé en Libye récemment, la France n'a pas pu le faire sans les Libyens. Sans les Libyens. Et c'est ça que je dis, nous avons toujours une part de responsabilité dans les malheurs qui arrivent à nos peuples. La France n'a pas pu le faire sans la complicité de certains Libyens qui voulaient également que Kadhafi ait ce sort-là. Donc, moi, je veux toujours partager les responsabilités lorsque nous sommes dans des situations difficiles. Je ne suis pas adepte de ceux qui pensent que ce sont les autres qui sont responsables de nos soucis. Je ne le suis pas. Et donc, il faut totalement être responsable pour ramener cette vérité-là à la face du monde. Donc, je tenais rapidement à le dire, après avoir donné mon avis sur la question du Burkina Faso. Vous pensez que la déclassification dont parle Emmanuel Macron, c'est sur papier? On attend de voir. Parce que moi, en termes de déclassification, je suis de ceux qui peuvent dire qu'on a beau chercher à déclassifier un dossier. Vous avez vu le dossier John Kennedy, le président américain, John Fitzgerald Kennedy. Jusqu'à aujourd'hui, rien. On a déclassifié, mais il y a toujours des zones d'ombre. Il y aura toujours des zones d'ombre. La France ne dira pas tout. Vous pensez que la France est prête? Dans le cas du Bénin, le dossier Bob Denard, des classifications, tout ce qu'on... On n'a jamais su qui a donné les armes, Il y a toujours des points d'ombre. Donc, moi, j'attends de voir concrètement ce que l'État français fera. Parce que le président Macron, lui, décide, mais que dit l'armée? N'oubliez pas, dans le cadre dans le contexte militaire, il y a sûrement encore des gens là qui sont tapis dans l'ombre en Afrique, qui tirent les ficelles pour le compte de la France. Et si jamais il était donné que ce dossier-là soit déclassifié, que le nom Hamzat apparaît quelque part, par exemple, alors qu'il a eu à servir la France, écoutez, derrière ces genres d'opérations, il y a des codes. Il y a un code qui régit telle ou telle opération. Quand vous déclassifiez le code, ça veut dire que vous livrez tout le monde. Y compris celui qui a fait du bien pour la France que celui qui a fait du mal. Donc la France n'aura même pas... Je ne pense pas qu'ils vont peut-être nous donner certaines informations. Et c'est sûr que les informations qui seront données seront nos frères qui seront livrés. Hein. En attendant la déclassification, il n'y a que la zone également menacée par les terroristes. Le Mali, le Niger, la Mauritanie, le Burkina Faso et le Tchad se sont constitués en un groupe de 5 pays qu'ils ont dénommé le G5 Sahel pour contrer le terrorisme. Et l'Union européenne a promis apporter 50 millions d'euros pour pouvoir donc les soutenir sur les 240 dont ils ont besoin. Est-ce que vous croyez en cette promesse du président de la France? Il faut déjà vérifier l'état des comptes. Voici, l'argent a été effectivement décaissé. Ils nous endorment. Dans ce genre de cas, vous ne verrez jamais. Quand une guerre se déclare, je prends celle de la Libye par exemple, pour donner un exemple, les fonds qui sont utilisés, ce sont des fonds vautours qui n'ont ni tête ni queue. Vous ne savez pas d'où sortent des milliards et on déstabilise un État. Il y a des filières pour ça. Bon, d'autres l'attribuent souvent aux grandes multinationales, en disant bon, un tel groupe est en train de vouloir descendre. Mais quand vous allez, vous ne verrez jamais l'État français
prendre l'argent du contribuable français pour aller faire une guerre. Vous avez déjà vu ça? Ça n'existe nulle part. Ce sont des fonds vautours qui font les guerres. Donc vous pensez qu'ils ne peuvent pas appuyer officiellement? Non. Ils vont donner de l'argent pour qu'on creuse des puits à Gao, machin, tout ça, mais ils ne donneront jamais de l'argent. Il y a une mission sur laquelle je suivais la même question où l'éminent professeur de la Côte d'Ivoire disait, mais écoutez, dans le cadre de la guerre du Mali, ils sont allés, ils ont fait aller rentrer à Kidal, soi-disant ils ont tout encerclé, mais en retour, qui paye la dette et qui paye la note? C'est le sous-sol malien. On enlève, on sécurise une zone où il y a beaucoup d'or, de diamants, etc. Et on reprise. Prenez le cas, on dit que la guerre de la Libye a été financée par le Qatar. La France ne sortira pas un copec, je vous assure, un copec pour lutter contre le terrorisme. C'est l'argent des Africains qui servira à ça. Le terrorisme aujourd'hui, à l'image de l'environnement comme à Balo, c'est une menace planétaire. Et personne n'a intérêt à ce que cela puisse perdurer. Je ne peux pas être aussi péremptoire que mon ami Hamzat. Je ne peux pas être aussi péremptoire parce que j'ai des exemples, notamment aux États-Unis, où l'État américain a financé, n'est-ce pas, des guerres. Mais lui parle beaucoup plus de la France. Oui, bon, c'est pour dire que je ne peux pas être péremptoire. Il y a des situations, notamment aux États-Unis, où l'État américain a financé des guerres. Et puis, à un moment donné, ça a même créé un tollé général où les Américains n'étaient plus d'accord qu'on continue à prendre leurs devises pour financer des guerres. Donc, des exemples du contraire existent, première chose. Deuxième chose, financer, n'est-ce pas, une force comme celle du G5 Sahel, ce n'est pas seulement pour aller dans l'affrontement. Non, ça, on peut financer pour aller dans les renseignements. Parce que je suis convaincu aujourd'hui que la lutte contre le terrorisme, ce n'est pas l'affrontement direct avec les terroristes. C'est d'abord la prévision. Donc, on peut aller dans les renseignements. Et pour les renseignements, c'est beaucoup d'argent. Il faut savoir ce qui se passe à tel moment ou à tel autre. Lorsque vous observez un peu le mode de fonctionnement des terroristes, aujourd'hui, vous pouvez vous retrouver dans une foule où quelqu'un vient avec un camion pour passer sur tout le monde. Comment est-ce que vous luttez contre ça? Parce qu'il y a un effet de surprise. Vous luttez contre ça comment? Si auparavant vous n'avez pas développé des systèmes de renseignement qui vous permettent de savoir, d'anticiper. Voilà, c'est le mot que je cherchais, l'anticipation. C'est la première chose. La deuxième chose, il y a l'élément moral de ceux qui combattent. Aujourd'hui, vous avez en face de vous des gens qui sont formatés, n'est-ce pas, dans l'esprit, prêts à mourir et qui se font exploser. Est-ce que nos forces de sécurité publique, nos forces de défense que nous avons, sont prêtes, n'est-ce pas, psychologiquement, à aller à la mort? C'est un autre débat. Et donc, à partir du moment où les terroristes ont été formés, ont eu un lavage de cervelle qui les amène à être prêts pour la mort à tout moment, et qu'en face, nous avons des forces qui ne sont pas prêtes à aller à la mort, il y a un déséquilibre qui montre que même si on y met beaucoup de milliards, il faut travailler sur la formation de ceux qui vont aller combattre le terrorisme. J'en finirai pour dire que le terrorisme, pour moi, est une question transnationale. C'est-à-dire qu'aucun État seul ne peut régler la question du terrorisme. C'est pour ça que je considère qu'il faut encourager les États qui se mettent ensemble, n'est-ce pas, pour lutter contre le terrorisme, parce que ça n'arrive pas qu'aux autres. La France est sous menace, les États-Unis, le monde entier est sous menace. Et donc, s'il y en a qui ont les moyens financiers, qu'ils les apportent, n'est-ce pas, dans la mobilisation militaire contre le terrorisme. En cela, je pense que le président Macron a intérêt à respecter la promesse qu'il a faite et jusqu'à preuve du contraire, j'ai la faiblesse de penser qu'il respectera ça. Vous me permettrez en quelques secondes de corriger quelque chose. Je parlais spécifiquement du cas de la France, en ce qui concerne le financement. Je sais que les États-Unis ont financé... Oui, non, mais en même temps, vous disiez qu'aucun pays ne peut sortir les devises de ses citoyens pour financer une guerre. À l'heure actuelle, ce n'est pas possible. Même dans les temps passés, quand ils vont en guerre, c'est pour récupérer quelque chose sur le sol. Et quand ils sont allés en guerre en Irak et autres, qu'est-ce qui s'est fait? Ils ont pillé les banques, ils ont cassé tout. C'est du pétrole. Pendant des années, une force d'occupation qui s'installe, elle ne s'installe pas pour l'ombre aux yeux. Hein. Quand elle s'installe, c'est pour d'abord savoir qu'est-ce qui se passe en bas, qu'est-ce que je peux prendre, qu'est-ce que je peux... Les musées ont été détruits, des pièces qui valent, je ne sais pas, des centaines de milliers d'euros ou de dollars ont été dérobées, etc. C'est ce qui se passe souvent dans le cadre des guerres. Maintenant, pour revenir au président Macron, sa promesse, moi, je n'y crois pas. Je ne crois pas du tout à ce genre de choses. La France a énormément de problèmes. Pour aujourd'hui se permettre de mettre la main dans sa poche pour aller financer une guerre. Et dites-vous, une guerre qui est loin de son territoire.
Je ne vois pas que je... Non, mais comme dans le disait, parce que l'application... Non, attends, là, c'est la guerre contre le terrorisme. Voilà, la lutte contre le terrorisme, comme il a dit, le renseignement, c'est de l'argent. Je suis persuadé, je peux même l'enseigner à qui veut l'entendre, que le renseignement est la clé du chef. Le renseignement est la clé du chef. Vous êtes mal renseigné, vous foutez le bordel. Alors, vous êtes de l'argent quand même. C'est ce que je dis. Mais le renseignement n'est qu'une clé. La principale clé. La principale. C'est ce que je dis. Ensemble, ne pas peut-être se comprendre. Je dis le renseignement est la clé du chef. J'ai tout dit par là. Une fois que vous êtes renseigné, vous déterminez après. Je reviens sur le cas de la lutte contre le terrorisme. La lutte contre le terrorisme ne passe pas uniquement que par le renseignement. Je peux être renseigné et ne pas avoir les moyens d'action. Le renseignement n'est qu'une partie. Les moyens d'action sont plus colossaux. La France a pratiquement une base militaire dans chacun de ces pays, que ce soit le Tchad, que ce soit le Niger, que ce soit le Mali ou le Burkina Faso. Et pourtant, les terroristes sévissent toujours. C'est aujourd'hui le moment de se mettre ensemble, c'est ce que le G5 Sahel veut faire, unir les forces. La guerre du terrorisme avec le Mali, la lutte contre le terrorisme, ça ne date pas d'avant-hier. Le Burkina a commencé par être frappé quand? Depuis après, je peux dire à peine il y a 1 an et demi. Mais le Mali, ça date de bien longtemps. Ce n'est pas une question de moyens. Et puis, dites-moi, ce n'est pas 50, 60 millions de dollars qu'on fait ce genre de guerre. Je suis désolé. C'est du qu'on donne cet argent, on va les creuser des puits, donner à boire à nos populations. Non, mais si monsieur Hamzat, si vous construisez des puits, que vous donnez à boire aux populations qui ne sont pas en sécurité, vous n'aurez rien fait du tout. Non, mais écoutez, vous n'aurez rien fait du tout. C'est pour ça que moi, plutôt que de dire que vous ne croyez pas en la promesse du président Macron, j'aurais souhaité que vous l'engagiez à respecter sa promesse. Je préfère cet angle de traitement. Je préfère engager le président français à respecter la promesse qu'il a faite. C'est important. Parce que, voyez-vous, la France est sous menace du terrorisme. Tout le monde entier est sous menace du terrorisme. Et chacun doit pouvoir apporter sa part, n'est-ce pas, à la lutte contre le terrorisme. Il ne s'agit pas ici de financer une guerre. Non, pas du tout. Mais il s'agit ici de prévenir. Il s'agit ici de faire l'essentiel pour que le terrorisme recule. Oui. Je prends toujours je vais finir très rapidement. Je prends le cas du Nigeria. Depuis l'avènement au pouvoir de Buhari, Boko Haram a perdu du terrain, si nous faisons le point. Malgré la santé de Buhari, malgré son instabilité, malgré ses voyages répétitifs, vous constaterez, et je voudrais que vous puissiez être d'accord avec moi sur ça, que Boko Haram a dû perdre du terrain et continue d'en perdre. Et donc il faut peut-être prendre ce cas pilote-là pour savoir comment on en est arrivé là. Quelle politique le militaire Buhari a pu développer pour que Boko Haram puisse perdre autant de terrain. Vous pensez que ça s'est fait sans investissement financier? Vous pensez que ça s'est fait comme ça, autant facilement? Et donc, à partir du moment où nous avons des gens qui font le postulat, n'est-ce pas, de mettre de l'argent dans la lutte contre le terrorisme, il faut les encourager. Je ne suis pas en train de dire que mettre de l'argent pour lutter contre le terrorisme... C'est la dernière intervention sur cette question. C'est une mauvaise chose. Non, je ne dis pas ça. Je suis juste en train de vous dire que je n'y crois pas. Je n'y crois pas parce que le cas du Mali est là. Vous prenez le cas du Nigeria... Qui finance, qui aide le Nigeria à lutter contre Boko Haram? Sur le plan financier. Qui? Dites-moi, vous ne verrez pas. C'est un problème c'est un problème interne à nos États. Il faut le régler entre nous, les terroristes. Il y en a qui savent, qui sont même en complicité, comme vous le dites tantôt, avec parfois certains des gens du régime, etc. etc. Mais la lutte contre le terrorisme n'est pas qu'affaire du renseignement. C'est aussi qu'après avoir eu ce renseignement-là, il faut aller sur le terrain. Et ça a été le cas du Tchad. Donc affaire de moyens, affaire d'argent. D'argent. Mais voilà, quand la France ne viendra pas nous donner facilement. Pourquoi? De toute façon, on verra bien si c'est il ne faut pas lui faire des procès d'intention. On attend a dit qu'on engage vraiment le président français à respecter sa promesse, surtout l'Union européenne. Alors, Dr Mabalo, vous l'avez commencé par souligner il y a quelques moments, l'incursion aujourd'hui dans la région anglophone de l'Afrique de Emmanuel Macron, donc de la France, vous trouvez ça comme une bonne chose? Oui, moi je suis toujours pour les grands regroupements. Vous savez, si nous autres Africains, nous n'avons pas de plan d'invasion, je le dis comme ça, excusez-moi d'utiliser ce mot-là, d'invasion d'autres régions, nous n'allons pas nous développer. Vous avez vu le Maroc par exemple,
a demandé à rentrer dans la CEDEAO. Ou plutôt, le Maroc a été accepté. Bon, je ne sais pas si ça a été acté déjà, mais le Maroc a demandé à rentrer dans la communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest, et pourtant le Maroc n'est pas de l'Afrique de l'Ouest. Et les chefs d'État de la CEDEAO sont disposés à accepter ça. Le Maroc a fait son retour triomphal dans l'Union africaine. Oui. Voyez-vous? Et donc, si les gens ont les possibilités, les opportunités, n'est-ce pas, d'élargir leur base, vous n'allez pas le leur refuser. Vous savez très bien que quand on observe l'Afrique francophone est totalement différente de l'Afrique anglophone. Et pour être plus précis, l'Afrique anglophone est plus développée que l'Afrique francophone. Alors qu'est-ce que Macron ira puiser? Et donc, lorsque Macron va dans le milieu anglophone, il essaye d'élargir les bases de la francophonie. Parce que quand vous écoutez ce qu'il a même dit à la jeunesse du Burkina Faso, il les a incités à faire la promotion du français, la promotion de la langue française. Donc, il est totalement dans ce rôle. Moi, je n'ai aucun problème par rapport à ça. Si Macron peut aller... et puis, il a fait une rencontre au cours du sommet Union européenne, Union africaine avec le président Bouhari. Donc, il sait très bien de quoi il parle. Il n'a pas rencontré tous les chefs d'État. Mais au moins, il l'a fait. Donc, il met un point d'honneur à élargir les bases de la France dans l'Afrique anglophone. J'ai aucun problème par rapport à ça, pourvu qu'il puisse, n'est-ce pas, s'en sortir et respecter le mandat que les Français lui ont confié. Le président américain a déjà fait un tour. Barack Obama était au Ghana. Aujourd'hui, c'est Macron qui fait également un tour. Est-ce que vous pensez que la stabilité que traverse ce pays de la région ouest-africaine est peut-être cette caractéristique-là qui les intéresse, ou parce qu'ils veulent vraiment aller à son école? Le Ghana est une grande démocratie. On a beaucoup à apprendre du Ghana. Et je suis d'accord avec mon co-débatteur pour dire que la France ça a été toujours dit, un État n'a pas d'amis, mais des intérêts. Donc quel est l'intérêt aujourd'hui de la France à aller vers le Ghana? Multiple. La France peut avoir besoin du pétrole du Ghana. Qui sait? La France peut avoir besoin de faire cultiver des choses au Ghana. La France a peut-être besoin aussi de l'or du Ghana, etc. etc. La France a aussi, comme il le dit, a aussi peut-être besoin de mettre un pied, de taper un peu dans la fourmilière pour aller me dire, voilà, la francophonie, on est là, on existe. Vous avez besoin de professeurs en français, la France est capable de vous en fournir. On a connu le cas du Bénin aussi, on nous demandait d'envoyer des Béninois au Nigeria, n'est-ce pas, pour la langue. Je suis entièrement d'accord avec lui. Un État a des intérêts, pas d'amis. A des intérêts, pas d'amis. Est-ce que vous pensez que la recherche d'intérêts, par exemple, au Ghana, peut participer à la déstabilisation du pays? Non, je ne crois pas. Je crois pas. Le contexte anglophone, comme il disait tout à l'heure, c'est un contexte tout à fait particulier. On peut pas, les États anglophones et francophones ne sont pas comparables. Vous rentrez dedans, vous arrivez à partir de leurs frontières, vous vous rendez compte que déjà le mental n'est pas le même. Vous rentrez dans le comportement n'est pas le même, le vécu n'est pas le même, le quotidien n'est pas... Non, c'est deux choses qu'il faut que, à mon avis, je ne souhaiterais pas comparer. Donc je ne pense pas que le président Macron aille au Ghana et que puis par la suite ça crée une déstabilisation. Non, il est juste en train de servir les Français à travers le mandat qui lui a été confié. Donc, je pense qu'il n'y a pas de limite à avoir. Thomas Sankara avait été accusé, n'est-ce pas, de fréquenter Castro, alors que c'était... vous voyez, et après, il vient en France pour dire, bon, écoutez, aidez-moi à faire ceci, on le traite d'un pays. La question lui a même été posée, vous nous qualifiez de pays impérialiste, mais vous fréquentez nos ennemis. Et il a dit non. Il dit, un pays, ça a des intérêts, ça n'a pas d'amis. Donc, Mabalo, il paraît, selon les derniers chiffres, qu'il nous faut au moins créer chaque année en Afrique pour pouvoir contenir la boom démographique en termes de jeunesse employable, au moins 22 millions d'emplois chaque année. Est-ce que vous pensez, avec la nouvelle politique de la France aujourd'hui en Afrique, où on pense qu'on doit beaucoup plus axer le lendemain du continent sur l'entrepreneuriat des jeunes, que c'est possible? Voyez-vous, d'abord je vais remercier Hamzat pour avoir accepté finalement que les États n'ont pas d'amis, mais des intérêts. Et donc en cela, qu'il n'y ait pas de limite. D'accord? Donc nous nous rejoignons sur ça. Et par ailleurs, on peut justifier, expliquer certains de nos développements précédents. Mais sur la question des infrastructures, de l'employabilité de la jeunesse africaine, je fais partie de ceux qui pensent que l'avenir de ce continent, c'est la jeunesse. Je le dis et je le martèle. Malheureusement,
nous avons des chefs d'État octogénaires, septuagénaires, qui refusent de quitter le pouvoir, mais qui n'ont plus leur avenir devant eux. Ils ont, la plupart du temps, tous, leur avenir derrière eux. Mais comment voulez-vous confier vos destinées ou votre destinée à des gens qui ont leur avenir derrière eux? C'est pour ça que quand Macron parle, il parle d'une génération, de sa génération. Il est de la quarantaine. Il ne peut que voir la France dans l'avenir. Il ne peut pas regarder dans le rétroviseur. Et donc, si aujourd'hui, on ne tient pas compte de la jeunesse, on ne peut pas développer ce continent-là. Et quand je parle de jeunesse, je parle d'infrastructures, je parle d'opportunités, parce que tant que les jeunes auront des opportunités chez eux, ils n'auraient aucune envie d'immigration ou d'émigration ou tout ce que vous voulez. On n'aurait pas les drames qu'on a dans l'océan Atlantique et tout le reste, dans la mer et tout le reste. Donc, je suis d'accord que, à l'horizon qu'on définit, qu'on puisse donner la possibilité à la jeunesse, n'est-ce pas, de s'auto-employer. L'auto-emploi est pour moi l'une des clés, n'est-ce pas, du développement de notre continent. Voilà. Alors, donc, Hamzat Souleymane, est-ce que vous voyez d'autres perspectives pour cette jeunesse aujourd'hui? Moi, j'aurais souhaité, lors de ce sommet-là, qu'il soit prise des décisions. Il n'y a eu que des promesses. Moi, je suis resté sur ma soif. Je m'attendais à entendre du président Macron dire, bon, écoutez, la France, il y a des terres arables, donc on va mettre, par exemple, 100 millions d'euros avec du matériel, des tracteurs, des machins, voilà, qui seront... Je n'ai pas entendu ça. La France se dit quand même partenaire privilégié de l'Afrique sur le climat, par exemple. Non, je me parle uniquement d'emploi pour les jeunes. Je n'ai rien entendu. Moi, on va aller rapatrier ceux qui sont... Ce n'est pas aux Français de venir créer l'emploi en Afrique. Attendez, il n'y aura pas de décision. Oui. Non, il dit, nous allons... En fait, c'est toujours des promesses, en fait. Moi, je reste là. La France, il ne revient pas, certes, à la France de venir créer des emplois en Afrique, mais il ne leur revient non plus de nous dire, de venir faire face à notre jeunesse pour leur dire, voilà, on pense ceci, on pense cela, on va faire ça. Pour moi, ce sommet-là, pour moi, ça a été vide. J'aurais souhaité, ils viennent, par le cadre de la coopération française, par exemple, ils donnent des subventions, des aides, etc. Moi, j'aurais bien voulu l'entendre sur ce cadre-là, en nous disant, voilà, dans le cadre de l'agriculture, pour éviter, par exemple, qu'au lieu que les migrants reviennent, qu'on leur donne, je ne sais pas, ça devait se faire dans le cadre d'une organisation pour le rapatriement, où on leur donne après l'OIM, où on leur donne des perdièmes, des machins, qu'on les récupère, qui laissent des idées. Par exemple, en disant, moi, j'aurais fait ça, j'aurais pu faire ça, mais ce ne sont pas des leçons qu'ils donnent, par exemple. Vous voulez qu'ils soient beaucoup plus concrets? Qu'ils soient beaucoup plus concrets en disant, c'est pas à lui d'apporter nos solutions, ça c'est certain. On est d'accord dessus. Non, mais il aurait pu... Ceux qui doivent être concrets, oui, ce sont nos chefs d'État que nous avons élus, oui, et à qui nous avons confié notre... Je suis entièrement d'accord. En ce moment-là, donc, évitons qu'ils viennent s'adresser à notre jeunesse. Non, pourquoi? Il va le faire. Mais on ne peut pas refuser ça, parce que de toutes les façons, l'avenir est partage, n'est-ce pas? Donc, on ne peut pas refuser à quelqu'un de venir partager, n'est-ce pas, des expériences, des idées avec la jeunesse. Vous ne savez pas combien de jeunes ont été impactés simplement par les selfies avec Macron ou par les discussions avec Macron. La jeunesse a aussi besoin de ça, puisqu'elle est totalement numérique. Merci donc à vous, chers invités, d'avoir partagé, comme vous l'avez dit, donc à Balo, vos points de vue sur ce passage de Emmanuel Macron en Afrique. Et on s'en tient donc au propos de Balo qui estime qu'on doit pouvoir amener le président français à respecter son engagement. Et puisque, comme Birago Diop l'a dit, la promesse est une grosse couverture, mais celui qui s'en couvre là au grand froid. Mesdames, Messieurs, ce sera donc tout pour cette émission Angle de vue consacrée donc aux perspectives entre les relations entre l'Afrique et la France, donc au lendemain de cette tournée du président Emmanuel Macron. C'était donc avec Clam Abalo, directeur de Radio Soleil FM, qui émet donc à Cotonou au Bénin, et Souleymane Hamzat, consultant spécialiste des questions de sécurité. Merci à chacun, merci à tous de nous avoir suivis. À très bientôt. Merci.